Salut tout le monde, ici Vincent Descoteaux pour Dans le temps c'était bon sur les ondes de CIBL 101.5. Hey, cette semaine on reçoit Guilla Saint-Cyr pour parler de Dune de Denis Villeneuve, ce monument de film que ça fait juste 3 ans qu'on attend. Ben on l'a vu et on a de violentes opinions à son sujet. Donc on parle de ça, on parle de celui de Lynch, on fait un peu le tour sur les space opera, on parle beaucoup de Star Wars pour dire c'est quoi de la bonne construction d'univers. Et on parle aussi de la mauvaise parce qu'on en a vu cette semaine. Désolé Denis. Let's go. Salut tout le monde, bienvenue à Dans le temps c'était bon, une émission sur le cinéma sur les ondes de CIBL. Hey, cette semaine, on parle de Dune de Denis Villeneuve et je suis pas tout seul pour en parler. Je vais en parler avec mon bon ami chroniqueur. T'avais dit Maison, c'est ça comme tu voulais qu'on t'appelle l'autre fois. Chroniqueur Maison? Chroniqueur Maison, chroniqueur Maison. Ça peut être Chroniqueur Salon. Chroniqueur Salon. Chroniqueur Salon, on réduit l'espace, mais... Chroniqueur, votre pièce préférée, essentiellement. Oui, là, oui, jouez à Clou, trouvez votre pièce préférée et je suis dedans, c'est moi le coupable. C'est coupable. Coupable de bien chroniquer. Mais avec quelle arme? Avec mon cœur. Ah, c'est ton cœur de cinéphile. Mais oui, on reçoit une fois de plus Guilla Saint-Cyr. Salut Guilla, comment ça va? Attends, je vais mettre ma main dans la boîte. OK. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Dune. On parle de Dune. Attends, je mets ma main dans la boîte de Dune et... Oh! Que ça fait mal! Oh, ça brûle! J'aurais pas dû mettre ma main là! Oh, ça fait mal! Oh non! Vilain! Oh là 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 là. Ben écoute, t'as un peu vendu le punch, mais qu'est-ce que t'as pensé de Dune de Denis Villeneuve, Guilla Saint-Cyr? Eh bien, dans le temps, c'était bon! Dans le temps, c'était bon. Ça t'a-tu fait mal, Dune de Denis Villeneuve? Ça m'a pas fait mal. Ça m'a laissé plutôt indifférent. Ouais. Plutôt indifférent. En fait, je ne crois pas que c'est la faute au film, par contre. OK. Je crois que c'est mon manque d'intérêt pour ce genre d'univers. OK. Je ne suis pas un fan de... Tu sais, Star Wars, je les ai vus. En fait, fun fact, on va bifurquer un peu, mais Ouais. comment j'ai découvert Star Wars? Moi, j'ai vu ça pour la première fois à genre 22 ans. Mhm. J'avais jamais vu un nostalgique de film de Star Wars avant 22 ans. Caroline. Puis mon coloc avait les DVD, mon coloc de l'époque, puis un soir, je suis comme, il faudrait bien que je le voie. Fait que là, je mets l'épisode 4. Je suis comme, c'est intéressant, je vais commencer l'autre après. J'ai fait, c'était vraiment bon. Puis là, j'ai regardé le 6e, puis j'ai fait, je pense que je peux m'arrêter là. Oui. Absolument. Tu sais, j'avais vu les épisodes 1, 2, 3 quand j'étais enfant, genre, mais j'en garde pas de souvenirs. J'ai vu les 3 derniers au cinéma et à chaque fois, j'étais profondément déçu par cette franchise. J'ai jamais vu Lord of the Rings. Tu sais, si on est pour être dans les grandes franchises, les grands films pompeux des 20 dernières années, là. Attends, excuse-moi, t'as jamais vu Lord of the Ring? Non. C'est-tu parce que ça t'intéresse pas du tout? Aucun intérêt. OK, d'accord. Je trouve ça beaucoup trop sérieux pour des petits bonhommes avec les pieds poilus. OK, je catch, parce que je vais faire... j'en profite pour vous en parler, peut-être en même temps mettre un peu la table de ce qui va se passer aujourd'hui dans cet épisode-là. C'est probablement le premier épisode où on va être aussi ouvert sur le fait qu'on n'a pas apprécié le film. Apprécier, c'est le bon mot. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Ben, en fait, moi, juste pour résumer mon expérience, je suis arrivé avec la meilleure
attitude que je pouvais avoir par rapport à ce film-là, parce que j'aime Denis Villeneuve. J'avais vu la veille le Dune de David Lynch, qui m'a marqué pour toujours, pas dans le bon sens du terme. Donc c'est ça, donc j'étais arrivé quand même vaillamment, j'ai dû le voir en 3D, parce que ça a l'air que le 3D est intéressant, avec une bonne vieille bouteille de vin blanc cachée dans mon coat en jeans, pour être capable d'apprécier n'importe ce qui se passe. Et je me souviens que ça a parti d'un sentiment de genre comme « Ah, Colin, il a quand même vraiment mieux structuré l'univers que David Lynch a été capable de le faire, mais il y a 1h10 qui est le dernier 1h10 où ce que j'arrêtais pas de me répéter, voire j'étais encore en train de regarder ce film-là. Genre, je comprenais autant pas pourquoi le film continuait que pourquoi j'étais encore là. Si on était, mettons, pas dans la pandémie, puis que c'était possible, excusez là, les cinémas, mais vous savez ce que vous êtes, là, si c'était possible de sortir et juste rentrer dans une autre salle pour voir un autre film, n'importe quand pour vrai, genre j'aurais bifurqué vers pas ce film là. Fait que oui, Dune de Denis Villeneuve, parlons-en. mais moi aussi je suis entré là avec une grande ouverture, sachant d'emblée que ce n'est pas mon genre, que ce n'est pas des univers qui me parlent, parce que je trouve ça cool, la construction d'univers sur papier. J'en lirai pas. Je vais pas m'aventurer vers ça naturellement, mais ceux qui en font, ceux qui passent leur vie à construire des univers, des mondes fantastiques, de science-fiction, etc., je les salue, mais c'est ça. Ça me parle pas, mais je suis arrivé là en me disant, regarde, plein de gens m'ont vanté le film, d'autres gens m'ont déjà évoqué leurs réserves. Fait que j'étais un peu mi-figue, mi-raisin avant d'y aller. Ça a commencé, ça ouvre comment encore? Ça commence d'une façon un peu plus subtile que celui de Lynch, parce que c'est ça, toi t'as pas vu celui de Lynch, t'as seulement vu des extraits. Celui de Lynch commence avec littéralement la face d'une madame dans l'univers. Avec une narration. Exactement. Qui explique tout. Oui. Les genre 30 premières pages du livre, j'ai l'impression. Exactement. Celui de Denis Villeneuve commence pas avec la face d'une madame, mais essentiellement, il explique un peu le contexte socio-politique lié à ça. Le pire, c'est que ça me rend triste, ça. C'est essentiellement dans un univers où pour voyager. 191. C'est ça, dans l'univers, pour voyager, faire du voyage spatial, ça prend une substance qui s'appelle The Spice. L'épice. Oui, l'épice, effectivement. Je vais l'appeler curcuma pour le reste de l'épisode. Donc, il y a seulement. Moi, je vais dire muscade. Ok, d'accord. Muscade, c'est pas pire. On va y aller de ton bord, t'es l'invité, on va respecter tes choix. Donc, c'est ça, en fait. Il y a une planète où, essentiellement, la muscade, c'est le seul endroit où tu peux la trouver. Et par conséquent, cette planète-là, qui est littéralement le trou du cul de l'univers, si c'est pas de la muscade, en fait, parce que c'est que du désert, ça sert à rien, est un peu comme sous le joug de différents dictateurs de génération à l'autre. Et là, t'as juste une génération de gens particulièrement méchants qui se font demander de quitter la planète parce que la responsabilité, en fait, de harvesting de muscade ou d'épices, en fait, va être transférée vers une autre famille de gens plus chill, a priori. On comprend rapidement que c'est une espèce de grosse allégorie sur les guerres du pétrole au Moyen-Orient, avec l'Empire britannique, I guess, ou comme n'importe quel empire versus... Là, c'est une démocratie, genre les États-Unis, qui viennent prendre le contrôle. Absolument. Et ça, le pire, c'est que je trouve que ça explique un peu, comment dire, pourquoi il essaye encore et toujours de faire Dune le film. Parce que tu pourrais rattacher ça à quelque chose qui se passe en ce moment. Moi, au contraire, j'ai vu un peu ce qu'ils font en ce moment à l'Afrique avec genre les minerais faits pour faire des cellulaires, pour faire en fait essentiellement toute la technologie qu'on utilise au quotidien. Puis ironiquement, une fois qu'on a fini d'utiliser, on la redompe en Afrique, puis ça fait des dompes à pu finir. Là. Mais il y a un message qui est très... Qui est actuel depuis comme une 50aine d'années. C'est très intemporel, en fait, ce que Dune a comme sous-texte. Mais en termes de construction d'univers, j'ai vraiment l'impression que toutes les interprétations de Dune au cinéma ont été faites pour faire plaisir à ceux qui ont lu le livre. Ouais. C'est correct, ça a été un roman extrêmement populaire au tournant des années 60-70. Moi, j'ai l'impression que Star Wars a un peu tué l'engouement pour Dune. Oui. À partir de 1977, mais avant ça, si tu voulais te gaver de science-fiction... Star Wars, c'est pas complexe, là, mais tu sais, si tu voulais mais tu sais, c'est quand même des univers lourds et riches. Si tu voulais te gaver de ça, t'avais Dune. Oui, essentiellement. Les 6 ou 7 romans, je sais pas combien il y en a. C'est assez connu, en fait, que George Lucas avait lu Dune et c'est hautement inspiré de ça. En fait, c'est même... j'ai eu tort plusieurs fois, je suis content d'avoir fait mes petites recherches pour cet épisode-là, mais essentiellement...
il y a beaucoup de gens qui disaient que Star Wars, c'est pas George Lucas qui l'a écrit, c'était tiré d'un livre, et c'est pas vrai. Techniquement, il y a eu des livres post-Star Wars de Star Wars, mais les premiers Star Wars, en fait, étaient une œuvre originale, mais quand même tabarnakement calqué sur Dune. Oh, là, non, mais pas juste Dune. Il s'inspirait de tout ce qui était Flash Gordon, de tout ce qui était référentiel, tout ce qui était les sériels, les films des années 30, 40 qui jouaient au cinéma quand lui était enfant. Il y a des trucs plan pour plan. Là. Il y a une vidéo qui était faite il y a peut-être une dizaine d'années qui s'appelle Everything is a Remix. Ouais. Qui part de Star Wars puis qui va chercher tous les éléments référentiels dont Dune, mais c'est ça, beaucoup de Flash Gordon, beaucoup de trucs qui ont éventuellement été refaits dans les années 80 parce que Star Wars existait. S'il y a eu un film de Dune de David Lynch, c'est parce que Star Wars existait. Ce qui précède Dune, ce qui précède Star Wars, c'est Dune de Jodorowsky qui n'a jamais été fait. Oui, mais qui a été en tout cas, selon le documentaire, a été vampirisé par tout. Puis on doit leur donner raison parce que tu vois un moment donné des plans qu'ils auraient voulu faire avec le film versus des plans qu'ils ont fait dans d'autres films, dont Star Wars, dont Alien. C'est exactement la même affaire. Oui, absolument. Ils ont recyclé. Il faudrait vraiment que j'écoute Dune, Jodorowsky Dune, définitivement. Quoique c'est vraiment cool. C'est mon œuvre de Dune préférée. C'est très cool, malheureusement, puis j'ai été assez clair, en fait, dans d'autres épisodes par rapport à ça. Il faudrait juste que je vérifie si Jodorowsky fait pas d'argent si j'écoute ça, parce que j'ai un gros problème avec Jodorowsky. Ouais. Non, avec raison, il est assez particulier. C'est un genre de... C'est commis à plusieurs endroits et dans plusieurs personnes contre leur gré. Puis le pire, c'est qu'il est pas poursuivi. C'est juste lui qui l'assume tellement. Genre, on le sait parce qu'il dit non-stop, il est full fier. Ouais, il est comme, hey la gang, j'ai agressé des femmes. Sur caméra, c'est dans mes films. Oui. On a des tapes, on a des preuves, la gang. Non, c'est ça, ça passe au cinéma du parc des fois. Là, c'est vraiment pas contre le cinéma du parc ce que je viens de dire. Mon Dieu, que je vous aime, ça n'a pas de Moses de sens. Mais bref, oui, absolument. Fait que bref, Dune de Denis Villeneuve, c'est particulier en fait. On va aller un peu dans tous les sens. En fait, dans celui-là, ce sera pas nécessairement comme un 30 minutes nostalgique versus Dune. Dune, le film qui est au cinéma en ce moment. Mais puis versus celui de David Lynch parce que je ne l'ai pas vu sauf en segment. Effectivement. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose à dire sur celui de David Lynch. Premièrement, David Lynch ne reconnaît pas ce film-là comme un de ses films parce qu'il n'a pas eu le droit de faire comme son propre director's cut. Il dit qu'il y a certaines scènes dont il est encore fier, mais comme le tout n'est vraiment pas quelque chose qu'il apprécie. Il y a des décisions clairement qui venaient pas de lui qui sont stupides, là. Comme par exemple tout le concept de comme quand la scène n'est pas trop claire, t'as juste une voix off d'acteur qui dit en gros ce qui se passe comme s'il était en train de se dire à soi-même. Dune de David Lynch aurait pu s'appeler Exposition le film là. Ah ouais. Hein. Mais pour faire un parallèle avec celui de Denis Villeneuve, c'est drôle parce que c'est deux extrêmes de quelque chose que j'aime pas. Clairement, Dune est un roman très riche. Ouais. Ça m'a beaucoup fait penser justement au Seigneur des Anneaux, en fait, à savoir de... Ça aurait valu la peine peut-être, puis je sais que c'est le plan avec Denis Villeneuve, genre quand David Lynch l'a fait, ça aurait valu la peine de faire au moins 2 films, parce que oh my god que les choses vont vite dans ce putain de film-là. C'est genre comme, il atterrit, rencontre du monde dans le désert, je suis Jésus de l'espace. Ouais. Dans celui de David Lynch. Oui, dans celui de David Lynch. Mais dans celui de Denis Villeneuve, c'est complètement l'inverse, puis c'est pas mieux, c'est très long. Oui, c'est long, c'est beaucoup de discussions en train de souper autour de la table avec sa mère, puis lui qui est comme, hey man, guess what? J'ai fait un rêve. Ah ouais? Puis j'ai rêvé à une fille. La fille marchait dans le désert. Puis, je me suis réveillé. Là, je suis comme, OK. Ça veut sûrement dire que t'es l'élu, mon fils, mais on va quand même prendre 3 heures pour confirmer. J'avais l'impression d'écouter quelqu'un qui envoie son rêve à Julien Bernatchat des si et des rêves. Hey Julien, j'ai rêvé à toi, puis tu mangeais de la salade. D'accord. Oh là 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 là. Non, mais je comprends le principe. Le pire, c'est que c'est particulier parce que Denis a vraiment comme s'est battu fort pour que le film passe au cinéma, parce qu'il était supposé sortir beaucoup plus tôt, puis il voulait pas qu'il sorte sur HBO Max. Je comprends, en fait, pourquoi Denis a fait ça, parce que je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vu au cinéma. Mine de rien, les effets sont extraordinaires. C'est tellement beau. Oui. C'est tellement beau. J'avais l'impression... j'avais envie, dès la première scène où il soupe avec sa mère, j'avais le goût d'être dans ces décors-là. J'avais le goût d'aller me promener parce que
ils ont construit ils ont construit beaucoup de choses. Il y a très peu de scènes qui ont été tournées avec il y a beaucoup de CGI dans le film, forcément, mais il y a très peu de décors, j'ai l'impression, qui sont rajoutés, qui ont été modifiés, certainement, mais c'est ça, ils ont construit beaucoup de choses. Tout est très matériel, tout est très physique. Puis pour faire un film comme ça, il faut que tu construises absolument tout, là, à part peut-être l'instrument de musique qu'on voit tout le long, là. La cornemuse. La cornemuse. Hey, ça, j'étais content qu'ils amènent ça en plus parce que c'était très, encore une fois, genre, établir un peu genre qui est en train d'arriver. Et ça, c'était l'Angleterre, en fait, là, tant qu'à aller là. C'est parce qu'à l'époque, l'Écosse faisait partie, mais en fait, fait encore partie. Ils n'ont pas gagné le référendum. Je salue Sam Saint-Pierre, mon ami séparatiste, qui était bien triste ce soir-là. Mais c'est bref, c'est ça, il y a comme toute une physicalité, toute une plasticité dans le film qui est vraiment cool. Les vaisseaux sont beaux. Tout est beau. J'avais vraiment... Si tu me dis il y a une exposition d'une où tu peux visiter les décors, je vais y aller. Oui, absolument. Je vais être le premier à acheter la machine au billet parce que j'ai envie de me promener dans ces décors-là, de les explorer, les voir. Tous les environnements sont cool. Mais c'est ce qui se passe dans les environnements que j'étais comme « Ah ouais, ok. » On passe beaucoup de temps là, puis on nous les montre beaucoup versus l'action et le train d'événements. Oui, définitivement. Je ramène un peu au fait que, puis je pense que toi puis moi, on n'a pas lu le livre malheureusement, mais ça me ramène beaucoup au fait que j'ai l'impression que, comment dire... en tout cas, les gens impliqués, clairement, aimaient le livre Dune et par conséquent, ils prenaient pour acquis que ça allait être suffisant de juste passer par-dessus puis que ça allait être intéressant autant pour le public qui n'a pas lu le livre que pour eux qui l'ont lu puis qui connaissent l'univers. Parce que, tu sais, d'un côté, du côté David Lynch puis du côté Denis Villeneuve, je les sentais, les phrases qui étaient importantes. Tu sais, je les sentais, mettons, quand Josh Brolin arrive, puis genre comme « Maybe I don't feel like fighting today », c'est juste comme « You don't fight when you feel like it », c'est genre comme ça, clairement, c'est important dans le livre. C'était clairement important dans David Lynch. « What is in the box », What pain. Is in the box. C'est... Parce que ça revient dans les deux, mot pour mot. Là, oui, définitivement. Fait tu sais, genre, il y a quelque chose, il y a une fascination pour les sandworms. C'est très beau aussi le concept des sandworms. La planète est très hot. Il y a quelque chose, je vais en profiter pour. Je peux pas croire que je l'ai pas déjà fait dans un autre épisode. Pour throw Avatar Under the Bus. Il y a quelque chose dans le sci-fi qui fait du sens dans le Dune de Denis Villeneuve. Même ça, j'en profite pour le dire. Je trouve que sans nous prendre autant par la main, l'univers est mieux établi que dans celui de David Lynch. Dans le sens que genre, j'ai pas besoin de tout comprendre. Je suis capable de suivre avec l'information que tu me donnes sans que ce soit comme quelqu'un qui pense dans sa tête puis je l'entends. Genre. Mais malgré tout, même si c'est beau, j'ai pas été capable d'embarquer sur pourquoi c'est intéressant ce qui se passe. C'est ça l'affaire. J'ai compris que t'es Jésus de l'espace, genre, mais comme c'est ça, t'es pas... Mais Star Wars existe, là, vous le savez que Star Wars existe en tant que tel, tu sais, genre, comme, puis je la sens la référence, puis t'amènes pas de quoi de meilleur que Luke Skywalker a déjà amené il y a vraiment longtemps, genre, Mais c'est ça qui est triste, c'est que ça a tellement été vampirisé par quelque chose qui est plus grand dans la culture populaire, quelque chose qui a dépassé le maître carrément, parce que c'est plus accessible et plus digeste. Que peu importe ce que le film essaye de faire pour te faire oublier Star Wars, tu fais juste voir Star Wars. Ça, au début, quand il est à table avec sa mère puis qui veut qu'il donne le verre d'eau, là. Ouais, ben oui, tabarnak. qui est exactement The Force. Oui! Tu sais, puis après ça, il utilise sa mère, qui est un peu le maître Yoda, finalement. Pas Yoda, mais Obi-Wan. Qui est comme... non, ça n'a pas marché. T'as pas trouvé le bon ton. Faut que tu l'ailles en toi. Ça t'habite. C'est ce qui fait... Tu sais, puis tu sens qu'elle veut dire c'est ta force, mais ils ont pas le droit, parce que s'ils disent le mot force, tout de suite, on va voir les sables laser. L'armée du méchant, du gros bonhomme méchant... De l'empereur! De l'empereur, qui est carrément... Tu sais, c'est un gros bonhomme avec son ben, il y a pas un harem, mais il y a toute sa gang avec lui. Ouais. Mais tu sais, il est graisseux à l'os, il est suinte, il est dégueulasse, mais tu sais, c'est carrément... C'est un mélange entre Palpatine puis Jabba the Hutt. Et Jabba the Hutt. L'armée de monde tout en blanc, tu vois pas leur visage. C'est des Stormtroopers, puis c'est ça. Le film essaye tellement de pas être ça que tu vois juste l'autre affaire. Tu vois juste les bébelles. Définitivement. Puis je pense que ça va être un peu l'angle en fait de la conversation, parce que comment dire... On aurait aimé ça l'aimer Dune. C'est ça l'affaire. Oui, j'aurais aimé ça. C'est juste qu'il y a quelque chose dans le... Comment dire...
c'était peut-être une erreur de faire ce film-là aussi. En même temps, je trouve ça particulier parce que, pour venir à Denis Villeneuve, moi, je suis assez fan de Denis Villeneuve, je tiens à le dire. Je suis même assez fan de ce qu'il a fait récemment. Moi, je pense que The Arrival, ça avait pas le droit d'être bon de même. Oh ouais, c'était bon, The Arrival. Puis... Arrival, ouais. L'arrivée. Oui, L'arrivée, effectivement. C'est un film québécois. Là. Oui. Oui, c'est la moitié tournée à l'UDM. Puis l'autre moitié tournée, genre, à Saint-Jean-de-Mata. Oui, je sais, c'est 2 places où j'ai déjà été sous. C'était bien le fun à écouter. Je spottais des places comme la place où il y a le vaisseau, là, déjà fait des shots là-bas. Dans cette côte-là. On peut voir dans le fin fond en train de manger des champignons magiques. Oui, exactement. Ça a été tourné à Saint-Jean 2011. Travaillé longtemps là-dessus. Saint-Jean-de-Mata, je me souviens pas où ça a été tourné, mais en tout cas, c'est sur le bord du fleuve. Oui, exactement. Il y a eu des bouts à Saint-Jean-de-Mata, il y a des bouts à l'Assomption. Mais c'est pourquoi je sais ça? Mais pour vrai, c'est ça? C'est Saint-Jean-de-Mata pour vrai? Je pense que oui. Ah, moi j'avais dit ça un peu au hasard. Non, non, mais c'est tout le temps un peu ces mêmes villes-là. Tant qu'à vous donner aussi comme les faits divers, on peut valider, là, écrivez-nous pour nous dire si on a très tort. Mais c'est qu'en fait, il faut, si je me souviens bien, si tu veux tourner en région, il faut que tu sois dans un rayon de 30 km du centre-ville de Montréal, sinon tout le monde est payé double. Fait que généralement, ça va être des villes comme genre Repentigny, Saint-Jean-de-Mata, l'Assomption. Non, ça c'est trop loin. Ça c'est ça coûte cher. Sleepy Hollow a coûté la peau du cul à cause de ça. C'était tourné au village canadien. Ok. Rawdon, c'est là ils ont tourné le Loup-garou du campus, entre autres. T'es sûr? Caliste. Pour vrai? Ça a aussi été tourné au Cégep Saint-Laurent, mais en tout cas... non, le décor de l'école, c'était tout un décor. Ah non, je sais, mais la vue extérieure... Ah oui, d'accord. Bon, là, on s'éloigne quand on est rendu dans le Non, je sais, campus, mais bref, The Arrival, c'était très bon. Moi, je suis un grand fan de Blade Runner 2049. Puis honnêtement, c'est vraiment un pari qui se voulait perdu d'avance, puis pourtant, ça s'est bien passé. Mais Denis a été capable de l'amener ailleurs. T'sais, on peut pas y enlever qu'il y a une vision. Puis je le vois qu'il était capable de faire ça aussi avec Dune, d'une certaine façon. Tu sais, genre, en fait, là, j'avais pas fini de throw Avatar Under the Bus, mais tu sais, les vaisseaux en forme de libellules... ils sont très cool. Sont vraiment cool et ils font du sens. Parce que c'est vrai que les libellules, dans le règne animal, c'est une des affaires qui est le plus capable de se déplacer de tout bord, de tout côté, tandis que dans celui de David Lynch, c'était littéralement des cubes qui volaient pour une quelconque raison. Il y a quand même quelques cubes qui volent dans Dune, là, les vaisseaux des méchants. D'ailleurs, il y a des vaisseaux qui ressemblent exactement aux vaisseaux dans Arrival. Oui, effectivement. Ce que je trouvais un peu étrange quand même. Oui, mais c'est une grosse bine faite sur le long. Je pense que Denis prend pour acquis que pas beaucoup de monde ont vu The Arrival, ce qui est pas complètement faux, malheureusement. Là, mais mais c'était comme trop proche d'être ça. Puis c'était comme, c'est-tu dans le même univers, finalement? Mais non, c'est ça. C'est genre juste pour comparer, pour finir mon affaire d'Avatar. C'est moi une affaire qui m'avait fâché. Je me souviens, ça avait fâché mon boss au Vidéotron dans le temps aussi. Je sais pas si tu te souviens, il y a des chevaux à 6 pattes dans Avatar. Et ça, d'un point de vue évolution, il n'y a aucune raison pour laquelle les chevaux auraient 6 pattes. C'est pas important d'avoir 6 pattes. Les chevaux ont 4 pattes pour une raison. D'un point de vue, genre, comme survivre, genre, comme c'est le fun, c'est beau à voir, mais ça ne sert à rien. C'est ce qu'il y a un aspect utilitaire que je trouve le fun dans Dune de Denis Villeneuve, sur le fait que, genre, ça fait du sens. Contrairement à celui de David Lynch, c'est genre comme ils ont pas des coupes de cheveux aussi fucked up que c'est humainement possible d'en avoir, ils ont des coupes utilitaires, militaires. Leurs vêtements sont pas pareils, mais genre, je suis un peu plus capable d'embarquer dans cet univers-là sur le principe que genre, oui, c'est 8000 ans dans le futur, mais somme toute, on pourrait se rendre là. Tu sais, genre, comme c'est un bon point. Mais c'est plate comme film. Pas la Atreides, que j'appelle toujours Paul Atreides. Parce que let's go. Paul Atreides a exactement la coupe de cheveux d'un personnage dans un film de Tim Burton. Mais tu comprends que c'est comme le jeune semi en rébellion. Mais tu sais, le général de l'armée qui a pas le général de l'armée qui s'est coupé court, le père qui a une grosse barbe parce qu'il veut établir son autorité, toutes ces affaires-là. Tu sais, tous les départements sont là à 200% dans le film. Puis tous les acteurs se donnent aussi. Il n'y a pas de mauvaise performance. Jason Momoa est cool. Jason Momoa est vraiment cool. Jason Momoa, il se rase-tu un moment donné ou c'est un autre dude, ça? C'est un autre dude. C'est je sais de qui tu parles, mais oui, non, ça c'est un autre dude. Hey, j'en profite pour le dire. Moi, je l'adore, cet acteur-là. Ça n'a pas de sens. Puis là, j'oublie son nom. Fait que c'est Dave Bautista? Non, Dave Bautista, je voulais juste faire le gag aussi, en fait. Puis parlant de Tim Burton, il y a aussi
le teint de peau que Helena Bonham Carter a dans tous les films de... Ça y est, c'est dit. Mais il y a tellement de références. Non, le dude qui fait le père du personnage principal. Oui, le gars qui jouait Poe Dameron dans Star Wars, là, et dans Inside Llewyn Davis. Oscar Isaac. À quel point il y a du... oui, Oscar Isaac, que j'adore. Je suis un gros fan de Inside Llewyn Davis, mais genre comme... Il était bon dans Star Wars. On se souvient de lui dans Star Wars. Pourquoi vous l'avez casté dans genre le film? Ouais, mais dans Star Wars, il avait l'air d'avoir 30 ans, tandis que là, il a l'air d'en avoir 52. Oui, mais on le reconnaît pareil. Oui, c'est même. Si Mark Hamill faisait un caméo dans Dune, ça m'aurait fâché tout autant. Là. Mark Hamill. Ah! Celui qui fait le. J'ai compris Mark Hamill. J'ai comme c'est qui ça? Ben, je l'ai dit, mais vraiment en radonnois. Là. Oui, c'est ça. Après en parler. C'est comme Johnny Depp. Mais, mais tu sais, c'est. Vous le saviez, là. Vous le saviez qu'on allait y penser. Genre, moi, ça me fascine. Puis, excuse-moi, mais ça me fait capoter. Ouais, là, mais il y a ce truc-là dans le film où je me disais, ok, t'as Jason Momoa qui vient du DC Universe. Mm-hmm. T'as Oscar Isaac qui vient de l'univers Star Wars, qui va être dans les Marvel bientôt. Mm-hmm. T'as Dave Bautista qui vient de l'univers Marvel. C'est comme une rencontre de trop de comédiens de franchises différentes. Justement, il manquait juste Orlando Bloom Oui. pour Pirates des Caraïbes et Lord of the Rings. Ça aurait été... J'aurais fait comme, ok, tous les univers sont réunis, mais comme, à quel point... C'est genre Michael Scott fait une apparition. Put your hand in the box. No! 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 À ceux dans leur auto, désolé pour l'accident. Mais t'as juste droit de en arrière comme I can put my hand in that box for 12 hours. Ben déjà, je pense que j'aurais été un peu plus diverti, mais c'est... C'est que c'est tellement sérieux, là. À un moment donné, j'étais comme, il peut-tu y avoir... Ça reste un film où c'est des vaisseaux en forme de bébite, puis où il y a un gros ver de terre géant qui mange des plateformes d'excavation d'épices. Puis l'affaire s'appelle l'épice. Ouais. The Spice, comme c'est même pas nommé. Le gars s'appelle Paul, sa mère s'appelle Jessica. C'est vrai que sa mère s'appelle Jessica. Il y a un gars qui s'appelle... Ben, le personnage de Jason Momoa, son nom de famille, c'est genre Idaho. Comme... Mad Max existe pour avoir des noms wacky, pis c'est le meilleur ton, genre. Ben oui. Pour ce genre de wackiness-là, pis... Tu sais, pour avoir vu ce que Jodorowsky voulait faire avec son film, c'est peut-être le bon ton de wackiness que ça prend pour faire ces univers-là, parce que c'est ça qui me... C'est très personnel, ça m'appartient. Mais moi, c'est ça, c'est quand un univers est trop sérieux et est à prendre avec une certaine... il faut que tu te penches devant ça puis que tu lui fasses un salut. Ouais. C'est là que ça me perd beaucoup. Il n'y a pas moyen de rire, j'ai l'impression, dans ces univers-là. Il n'y a pas moyen de faire des jokes. Non, puis pourtant, l'humour fait partie d'un quelconque univers, en fait. Ouais. Tu sais, genre, ben, en fait, comme tant qu'à aller là, tu sais, Star Wars, c'est quelque chose qui jouait pour lui. Tu sais, en fait, je vais même aussi aller vers peut-être le moment où je pense que Dune de Denis Villeneuve aurait dû finir. Mais, comment dire, Star Wars pouvait être drôle et pouvait être dramatique. Ouais. Tu sais, il y a des super bonnes jokes dans l'Empire contre-attaque. Puis c'est une des fins les plus tristes et déprimantes de l'histoire du cinéma. Mm-hmm. Tu sais, genre, mais... C'est ça, tu sais, genre, il y a quand même des moments où les gens feel comme, ok, ben oui, c'est il y a très longtemps, une galaxie très lointaine, mais vous sonnez comme du vrai monde, tu sais, c'est merci pour ça. Puis pourtant, il y a des Wookiees, là, il y a des... Mais non, c'est ça, Dune, je comprends pas comment ces gens-là vivent au quotidien, je comprends pas c'est quoi leur party de Noël, je comprends pas... Ouais, ils ont pas de célébration, tu sais, comme... C'est des sociétés millénaires, de ce que j'en comprends. Ouais. Mais on comprend pas toujours c'est quoi les traditions, qu'est-ce qui est inscrit dans la culture de ces peuples-là, autre que c'est une version très froide et très diète de l'URSS. Ouais. C'est une version très froide et diète des Autochtones. Parce que les Fremen, là, tout le long j'avais en tête Femen, mais c'est les Fremen. Ah, moi aussi j'entendais rien que ça, là, c'est... Seigneur. Ouais, mais les Fremen, c'est une allégorie des peuples autochtones qui sont sur cette planète-là, puis qui se sont fait voler leur territoire. C'est ça, tu sais, tout est une allégorie, mais je suis comme... Mais tu sais, je me dis, à part les vêtements, qu'est-ce qui les distingue
d'être leur peuple. Puis peut-être que les livres apportent plus de nuances et d'explications, mais comme tu dis, c'est quoi leur Noël? Je sais pas, puis c'est... Hey, j'en profite pour dire ça, parce que j'espérais qu'il ferait quelque chose de différent, mais tu sais, le personnage, puis je connais pas le nom de l'actrice dans celui de David Lynch, qui est joué par Zendaya dans celui de Ah, Villeneuve. c'était celle qui était dans Blade Runner, le premier. Qui Qui faisait son intérêt amoureux. Là. Ah Je vais oui, trouver oui. ça pendant que tu vas parler. Mon Dieu. Mais merci pour la recherche. Mais non, c'est ça, c'est que dans celui de David Lynch, c'est quelque chose qui me gossait, mais qui était très de l'époque aussi, dans le sens que c'est un personnage qui est là pour éventuellement coucher avec le personnage principal qui est le Messie. Là. C'est la blonde à Jésus, là, mettons, genre, ce serait ça. Puis dans le personnage de Zendaya, c'est pas vraiment autre chose que ça, sauf que ça a pu l'excuse d'être dans les années 80 où ce que genre comme le sexisme on comprenait pas trop c'était quoi, tu sais genre elle sert honnêtement à rien là, pendant ce 2h30 là, tu sais il rêve à elle. Il rêve à elle, puis elle voit, puis il rêve qu'ils vont frencher, puis là, il y a un beau sous-texte sexuel avec cette femme qui agit comme un robot. C'est vrai qu'il french, ouais, c'est vrai. Ouais, non, on les voit frencher dans... Oui, dans un rêve. Là, dans un rêve, ouais, il fait son wet dream. Là. Ce sera ça, là, puis ça se donne, puis c'est OK, let's go, puis ça s'en vient comme d'habitude, puis elle dit pas un hostie de mot, puis... Elle est pas très importante, elle est juste comme l'accompagnatrice de genre comme bah oui, c'est comme de fait là quand il va commencer à faire les bonnes affaires, l'homme de la maison étant la planète aux épices. Ben la planète aux épices, ça sonne comme le nom d'un vous direz le pire commerce. Sérieusement là genre on dirait un petit commerce sur Mont-Royal que ça fait très longtemps que c'est là, fait que ça ferme pas. C'est genre comme oui, non, c'est ça. C'était Sean Young, l'actrice. Yes, merci beaucoup. Plaisir. Mais non, c'est ça, encore une fois, il y a beaucoup de personnages, en fait, tant qu'elle est là, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui servent à rien dans ce putain de film-là. Ouais. Tu sais, c'est Josh Brolin, je comprends pas, tu sais, genre, il est là, le général d'armée. Là. Oui, c'est le général d'armée, mais genre, l'armée en général, tant qu'elle est là, moi, je comprends pas. Tu sais, genre, ok, fine, tu sais, moi, j'ai joué à Knight of the Old Republic, qui est un très bon jeu de Star Wars, je peux accepter le fait que des gens se battent avec des épées dans le futur. Mais dis-moi pourquoi. Pourquoi, genre, vous lancez des missiles et vous avez deux gangs avec des épées qui se rentrent dedans? Genre, c'est quoi que vous avez à gagner d'un point de vue militaire à vous battre avec des épées? Tu sais, genre, comme, c'est cool que ce soit cool, c'est cool que ça ait l'air de ça, mais c'est pas normal que ce soit juste comme, ben, deal avec. C'est comme, non, vous avez des guns. Il y avait des guns, il y a 8000 ans, ça a pas disparu, là, genre. Non, c'est ça, puis les guns ne font que s'améliorer. En tout cas, avec le budget militaire des États-Unis, les guns s'améliorent d'heure en heure. Là. Oui! Je suis désolé de le dire. Et puis, une autre affaire qui m'énerve de ces univers-là, pourquoi c'est toujours des hosties de monarchie? Ouais! Pourquoi c'est toujours des rois, des reines, des princes? Comme, est-ce qu'on recule à ce point-là dans le futur pour retourner à ces systèmes archaïques-là? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Comme, ok, ils sont présentés comme étant les bonnes personnes, la famille de Paul Atreides, la maison Atreides, ouais. Je trouve juste ça vraiment drôle qu'on en parle, parce qu'aujourd'hui, quand on tourne, c'est la journée des élections municipales à Montréal. Fait que c'est... Moi, juste j'aimerais dire, comme d'année, il y a une journée de vote qui va tellement mal se passer que quelqu'un va faire « Ok, on retourne au duché. » Ouais. Mais la maison Atreides, là, que, ça aussi, on dirait un nom de restaurant qui est juste à côté de la maison des épices. Ça sonne comme la maison d'Atreyu. Mais tu sais, la maison Atreides... Ça reste une monarchie, ça reste que c'est des rois, des reines qui gouvernent du monde, puis qu'il y a des trahisons dans le château, puis que c'est le petit prince qui n'aime pas être dans sa famille, puis qui veut donc aller se battre. Mais non, tu es le prince, puis au lieu de se divertir, il regarde un bibelot d'un taureau qui fonce sur un toréador, que ça a l'air sorti de Blade Runner plus que d'autres choses. C'est comme, Ça me ramène encore à ça, tu sais, genre comme comment ça se fait que c'est ça ta vie, genre comme, moi c'est quelque chose qui me fait capoter dans le sens à quel point les sentiments puis le divertissement a disparu au fur et à mesure que la vie passe, parce qu'ils ont encore des vices, tu sais, genre les méchants sont présentés de même, en fait, encore une fois t'as probablement vu cet extrait là de celui de David Lynch, mais genre ils font que ça, manger puis fourrer puis être louche là, les méchants qui flottent là, les méchants qui flottent, tabarnak. Les méchants qui flottent. Monsieur Graisseux qui flotte. Je peux pas croire, sérieusement, je peux juste pas croire là, fait que c'est fait que tu sais, il y a je sais pas trop, il y a un world building qui a pas lieu, puis je reviens tout le temps à ça, mais c'est ça pareil, j'ai l'impression qu'ils ont juste pris pour acquis qu'on allait avoir les référents.
Tu sais, je reviens souvent parce que c'est plate que tu l'aies pas vu, mais en même temps, ça t'intéresse pas, je prendrais pas 9 heures de ta vie minimum pour ça. Mais tu sais, Seigneur des Anneaux, c'est quelque chose qui faisait bien. C'est le fait que les livres sont longs en tabarnak, genre. Fait qu'autant que t'as tous des chapitres au complet où, mettons, ils traversent une forêt, puis on le voit pas dans le film, mais qui te suivent quand même pour que tu sois capable un peu de comprendre comment ça marche. Tu sais, je pense que c'est Maxime Gervais qui avait dit ça, puis ça, je trouvais ça le fun. C'est le fait que le Seigneur des Anneaux, c'est un monde qui est bien construit. Dans le sens que là, il y a une guerre, la merde est pognée, mais mettons, genre, t'es capable de t'imaginer en temps de paix, il y a du commerce qui se fait entre les villes. Genre, comme t'es capable de dire, OK, ça prend combien de temps de telle à telle personne pour se rendre. Ils doivent s'échanger des chevaux, il y a clairement du minerai là-bas. Genre, comme il y a quelque chose qui fonctionne dans l'univers qu'on est capable d'embarquer là-dedans, mais genre, comme, outre le fait qu'il y a une planète avec de l'épice, je comprends pas comment ils ont fait pour fonctionner, je comprends pas comment ils ont fait pour la trouver, genre, pis comme, je me sens pas mal de pas comprendre. J'ai l'impression qu'ils prennent pour acquis que je devrais le savoir, parce que j'aurais dû lire le livre avant. Mais Common, c'est pas le premier film tiré d'un livre que genre quelqu'un va voir sans ayant vu le film. C'est genre comme c'était un peu plus ta job de me faire comprendre qu'est-ce qui se passe, genre. Ouais, moi je suis prêt à accepter cette convention-là qu'on m'expliquera pas comment la marde a pogné. Ça me dérange pas tant. Mais pour moi, les gros défauts sont plus au niveau émotionnel. Les personnages ont peu d'âme, ont peu de vécu et de sentiments, tu sais, quand... Bon, on peut spoiler un peu le film, là. Mais quand le père de Paul Atreides finit par se faire tuer par l'ennemi... Ça arrive dans celui de Lynch aussi. Ça arrive dans celui de Lynch, ça arrive dans le livre, j'imagine. Ce serait vraiment bizarre que c'est la liberté scénaristique qui ont tout pris, là. En fait, ça va full bien, lui, il fait juste manger des Doritos du début à la fin. Mais tu sais, quand ça arrive, tu sens pas... J'ai pas senti la tristesse chez Paul et sa mère qui perd son mari, non, quand même. Je peux imaginer quand mon père va mourir, la tristesse qui va m'habiter, et celle de ma mère, et celle de ma soeur, et celle de toutes les personnes qui l'ont connu. Là, ça a l'air d'être comme, le roi est mort, tiens, v'là une bague. Puis comme, ah, ok, fait que je vais aller rêver à la fille qu'on se french. Ouais, effectivement. C'est juste comme, hey, si le jour où mon père meurt, je m'en vais me coucher pour rêver que je french... Quel être humain serais-je? Seigneur Dieu. Moi, ce que je trouve malade en passant, c'est que dans les deux films, personne est genre comme un peu déçu de lui-même d'avoir fait confiance au médecin qui les a trahis. Là. Surtout sa mère, qui est littéralement une Jedi. Genre, qui est capable de contrôler le monde pis de lire la pensée des gens. Là, de genre comme... C'est ça, la différence. Ben non, pis il y a ça aussi, justement, dans ça. C'est ça l'affaire, c'est que c'est plate qu'un soit arrivé après l'autre, puis que ça ait tout mangé. Ouais. Parce qu'après ça, quand tu vois celui qui retourne à la source, je comprends la notion de oui, l'autre était là avant, mais l'autre a tout mangé. Puis c'est ça, quand ils sont dans l'hélicoptère, puis qu'elle commence à contrôler le monde, puis t'as la même scène dans un Star Wars. Ils ont littéralement 7. Fait ça, le 7, exactement. Elle qui se fait torturer, puis là, elle l'a un peu jamais fait, puis évidemment, elle est capable de genre utiliser la... C'était comique. Ouais. C'était quand même que les Stormtroopers qui sont toujours un peu tata, comme OK, on va la défaire. Ils sont super nonchalants en le faisant. Tu sais, ça a un aspect comique. Là, c'était juste comme c'est solennel, c'est grave. Ouais. Il faut qu'elle prenne sa voix et qu'elle leur parle sur un ton. C'est comme ouais, OK. Puis son fils qui essaye, puis comme là, il réussit. Tu sais, il réussit, puis sa mère lui fait un reproche qu'il a réussi. Ouais. C'est pas genre waouh, t'as réussi, bravo, mon fils que j'entraîne depuis tout ce temps. Enfin, tu y es arrivé, t'as trouvé le bon... Et comme, non, t'étais un ton trop bas. Quel genre de chorale de Grégory Charles, c'est ça? Non, je le sais. Puis le pire, c'est qu'elle a quand même mis plus d'émotion là-dedans que dans le décès de son mari. Oh là là. Mais oui, ça a l'air de la famille que si l'enfant, il a pas 8A sur 7 matières, les parents le privent de dessert. Ouais, exactement. Tu peux pas être dans ta chambre à regarder une sculpture d'un taureau. Ben oui, Seigneur. Le seul divertissement que t'as le droit d'avoir. Là, dans le livre Paul, il y a 12 ans. Ah! Ah, c'est malade. 12 ou 15 ans, quelque chose comme ça. C'est, je vais bifurquer vers quelque chose, c'est juste que je trouve ça intéressant. T'as-tu vu le film Dr. Sleep? Ouais. Moi, j'ai aimé ça. On en passait pas des heures. C'était la version Shining des X-Men. La oui, version X-Men de Shining. C'est vrai qu'il y a du monde avec des pouvoirs, mais en tout cas, c'est quand même assez fidèle au livre, en fait, aussi. Puis Stephen King avait dit quelque chose par rapport à ça, parce qu'il a écrit Dr. Sleep il y a pas très longtemps. Ouais, ça fait pas 10 ans, là. Non, c'est ça. Ils ont fait le film assez rapidement, comme suite à ça. Puis quelqu'un avait posé la question, genre, pourquoi?
pourquoi après comme tout ce temps-là, t'as fait une suite à ça? Puis il a dit, et je cite, ça m'arrive jamais de me demander qu'est-ce que l'auteur dans Misery fait ces temps-ci. Mais ça m'arrivait souvent de me demander qu'est-ce que Danny fait ces temps-ci. Ce personnage-là, je me demande encore qu'est-ce qui y arrive, c'est quoi qu'il ferait aujourd'hui, ainsi de suite. Donc, j'ai écrit un livre. C'est, pour faire le parallèle avec genre Star Wars, tous les personnages de Star Wars, ça m'arrive de temps en temps de me demander « Hey, qu'est-ce qu'ils font ces temps-ci? » Puis je suis pas un auteur de ça, mais genre juste le fait que comme Luke, c'est une question qu'on se posait genre pendant littéralement toute la 7e. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il se sent? Quel genre de Jedi il est? Où est-ce qu'il a renoncé? Blablabla. Moi, je suis un de ceux qui défend l'épisode 8 en passant parce que c'est très correct que Luke il soit tombé dans une hostie de dépression. Tu sais, genre comme qu'est-ce qu'Han Solo il fait? Genre qu'est-ce qui se passe? Genre c'est des personnages dont l'univers est assez bien construit pour se demander, mettons, qu'est-ce qui leur arrive? Je suis pas capable de faire ça avec aucun personnage de Dune. Littéralement aucun. T'sais, genre, j'ai aucune idée, j'ai aucun intérêt à savoir qu'est-ce qu'il faisait Paul v'là 2 semaines. Puis je sais pas ce qu'il va faire. Ben oui, je le sais, là, parce que j'ai vu celui de Lynch, fait que je sais ça va être quoi les prochains de Denis Villeneuve, mais genre, on s'en fout. Genre, comme c'est pas intéressant. Ces personnages-là frappent pas assez comme des humains pour qu'on s'investisse à savoir, mettons, what the fuck qui va leur arriver. Et j'en profite pour dire ça. La scène, là, dans l'avion, l'avion libellule, là, où finalement, comme c'est ça, il est capable d'utiliser la voix. Pourquoi? Puis si Denis, tu nous écoutes, j'aimerais savoir la réponse. Pourquoi le film Je pense qu'il a arrêté à ce stade-ci. Oui, effectivement. On t'aime, Denis, on t'aime quand même. On t'aime vraiment beaucoup, en plus, pour de vrai. Là, Puis une affaire, juste faire une mini parenthèse avant que tu ailles sur ton point dans la libellule. J'aime tellement écouter Denis Villeneuve parler de Dune. Lui, à tout le monde en parle. Lui, en entrevue, n'importe où, je l'écoute. Puis il y a une passion quand il en parle, mais je ne trouve pas que sa passion a bien été transposée à l'écran. Ça se peut très bien. C'est peut-être un projet maudit, mais genre, mon point, c'est juste pourquoi le film a pas fini une fois qu'il a utilisé la voix. Tant qu'à faire un climax de quelque chose, tout vient de péter, ça va bien. Oui, c'est une fin très à l'Empire contre-attaque. C'est-à-dire, c'est triste, mais le fait qu'il utilise la voix, puis là, on s'en va vers quelque chose, ok. Pourquoi ça prend lui et sa mère d'une tante qui boivent leur transpiration recyclée, puis que ça se finisse avec le combat au couteau le moins nécessaire, puis le moins impliquant émotionnellement de la création de l'histoire du cinéma. Ça, tu vois, cette scène-là m'a beaucoup rappelé dans Black Panther. Quand T'Challa se bat contre Killmonger. Mais dans Black Panther, j'étais comme oh shit, il faut un combat au couteau ou un espèce de combat sur un ravin, puis c'est important là. Ben oui, mais c'était Black Panther, puis c'était Michael B. Jordan, puis t'avais des implications claires. Le dude qui pop de nulle part, de genre comme moi je suis pas d'accord. Oui, parce qu'on vient c'est pas qu'on vient d'introduire les Fremen, mais on vient d'introduire ces Fremen-là. C'est ça. Il y a le chef. T'as un dude qui est comme je suis pas d'accord, je vais me battre. Puis tout le monde est comme ok. Puis ils se battent. Puis tu sais qu'il va gagner, Paul. Là. Ben oui, c'est écrit Part 1, là. Ça ne deviendra pas l'histoire de la mère. Là, oui, on le sait que Killmonger va finir par gagner. Non, en fait, non, il perd. Il perd le combat dans Black Panther. Fait que c'est comme ça drive c'est ça ton climax, genre ils se battent au couteau. Non, c'est ça. Puis c'est très on se bat dans une ruelle. Puis ça aurait été correct au début de la part 2 aussi, là. Tu sais, genre, faites juste un film de moins de 2 heures pour commencer. Vincent serait moins en tabarnak de tout ce temps qu'il a perdu, là. La SQDC était fermée quand je suis sorti. J'étais pas. Fait que c'est en tout cas, je bois du weed pour ceux qui m'avaient pas jugé par rapport à littéralement 100% de ce que je dégage. Mais c'est non, mais c'est ça, tu sais, genre comme tu le finis là, tu fais un vrai climax qui fait du sens. Le roi vient de mourir, ça aurait pu finir avec ça. Je trouvais que c'était un beau plan en plus, comme le roi, le duc qui flotte, puis il flotte mieux que dans celui de David Lynch, qui est accroché au plafond, tout le monde est mort sauf lui. Genre, il a l'air un peu d'une chauve-souris ou d'un vampire au plafond, là. Mais ça, c'est intelligent, tu sais, genre, il s'est caché, il se recyclait lui-même, il faisait de quoi? Il recyclait son air lui-même, il faisait quelque chose, il y avait de quoi qui marchait dans cette équation-là. Appelons-le Marlon Brando dans Apocalypse Now. Oui, exactement. Ben, je sais pas si t'as vu cette scène-là, mais comme, premièrement, les effets sont risibles dans celui de David Lynch, mais littéralement, c'est genre, sont deux dans une pièce, t'as Brad Dourif, pis t'as ce gars-là, et là, le roi croque l'affaire, il fait juste vomir du poison, sauf que le duc est comme à 4 mètres, là. C'est vraiment un bon moment pour vomir le poison, genre. Puis là, c'est vraiment juste comme Brad Dourif meurt, puis le gars fait juste reculer une coupe de pas, puis là, comme quelqu'un ouvre la porte à m'amener, puis le duc est comme est-ce que je suis mort? Non, vous êtes pas mort, votre majesté.
OK. Puis là, le film continue. c'est ridicule, cette scène-là. Mais bref, tu sais, genre, il y avait des éléments de climax que ça valait la peine de les faire. Puis après ça, le film, Part 2 aurait pu commencer de genre, on est dans le désert, on boit notre urine, il y a des verres, on va se battre au couteau, puis ça va être comme être une péripétie de premier tiers, mettons, le premier puis le deuxième acte. Genre, comme c'est. Il y avait quelque chose à faire avec ça, mais finir le film avec un gars dont on se contre-suce, genre, qui meurt au couteau. Et Zendaya, la dernière réplique du film, c'est Zendaya qui dit It's only the beginning. Ah! C'est comme, pour vrai, là. Pour vrai. Là, j'étais comme, ça va être ça. Ça, personnage qui sert à rien. Elle est tellement talentueuse en plus. Elle est formidable, Zendaya. Quelle grande actrice. Elle est fun. Tu sais, j'ai l'impression. C'est une très jolie dame, Zendaya. Absolument. C'est une mannequin. C'est pas pour rien. C'est elle qui représente Maybelline, à cette heure. C'est peut-être Maybelline. C'est peut-être Maybelline. Mais elle est formidable. Elle est d'une grande beauté, mais elle a aussi un énorme talent de jeu. Oui. Ce qu'elle fait, elle est tellement magnifique que dans les Spider-Man, elle a l'air de tout le monde. Ouais. Elle n'a pas l'air d'être la fille cute de l'école sur qui tout le monde a un crush. Mm-hmm. Ce qui est quand même vraiment intéressant de prendre une femme qui est considérée comme étant une des plus belles femmes sur Terre en ce moment, puis de la faire passer pour la personne la plus commune au monde. Ouais. Puis que c'est même pas elle la plus belle fille dans le film. Là. Ouais. Oui, absolument. Parce qu'elle est tellement bonne dans son jeu qu'elle arrive à passer pour n'importe qui. Elle est hyper sarcastique, elle est drôle. Il y a un autre film qu'elle a fait cette année où elle est vraiment à fleur de peau, elle est formidable. Puis là, ils l'ont pris, puis c'est juste des beauty shots sur sa face d'elle qui marche dans le désert. Puis j'étais comme... C'est très mal utiliser une comédienne quand tu la réduis à « elle est belle ». Ouais. C'est dommage, tu sais. J'aurais aimé qu'elle soit utilisée à meilleur escient. Je comprends que c'est ça le matériel de base. Je comprends que c'est ça probablement dans le livre. Mais j'étais comme, OK, c'est elle qui marche avec sa grande toge dans le désert. Puis ça a l'air d'une pub de parfum. Puis... C'est exactement ça que je me disais. Vous savez qu'on me vend Chanel numéro 9. Genre, c'est Chanel numéro d'une. Ouais, quelque chose, tu sais, elle va se retourner puis ça va être comme Winter by Guerlain. Ça aurait été ça. J'en ai comme, ben oui, c'est vrai. Mais, Seigneur Dieu, je sais pas, c'est des occasions à rater. Le pire, c'est que j'ai pas le goût de blâmer Denis. C'est peut-être juste parce que je l'aime. C'est pas du patriotisme québécois cheap, mais c'est plus le fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'affaires que je vois que j'ai l'impression que c'est de la décision du studio. Mais tu vois, Warner Bros, depuis quelques années, à mon avis, dès qu'il essaie de faire un film extrêmement sérieux, c'est très gris. La momie. Excusez. La momie. Non, mais tu sais, on peut remonter à... Ben, en fait, moi, je pense que c'est surtout Christopher Nolan qui a ruiné ce studio-là. Pas ruiné. À mon sens, il a ruiné le studio. Il a perverti quelque chose du cinéma d'auteur hollywoodien à grand déploiement en faisant des films très gris, des films qui sont souvent, à mon sens, très beiges. Ouais. Peu d'émotions, peu d'implications émotives de la part des personnages. Son Dark Knight, vous en direz ce que vous en voulez, ça reste des personnages très ternes et sans âme. Il rit pas de mon 6e Batman préféré. Fait que ça, c'est tellement... On dirait qu'ils ont confondu hauteur et intelligence avec froideur et c'est ça, c'est juste froid. Ça rend ça beige. C'est comme, tu sais, c'est comme, c'est hyper, c'est toujours, tu sais, je reviens sur ce point-là, mais c'est toujours trop sérieux. Ouais. Ces films-là, il y a pas de moment de plaisir. Tu peux pas être... Oui, il y a un certain divertissement qui se fait, mais je sais pas, il y a quelque chose dans ce que Warner Bros. Fait depuis quelques années qui me laisse toujours très pantois. Ouais. Quand je les vois. Je lance comme ça, en fait, parce que c'est l'exemple le plus violent que je peux trouver, puis ça donne... Vas-y. Est-ce que tu as vu Titan de Julia J'ai Ducournau? pas encore vu Titan. Ok. Mais je veux le voir. Ben écoute, je l'ai, si tu veux. Bien sûr. Ben oui, absolument. J'étais supposé... c'est triste, ça, d'ailleurs. Ben, je dirais pas son nom, mais j'étais supposé faire un épisode sur Titan, en fait, puis sur Julia Ducournau au complet, mais finalement, la personne m'a choqué. Je trouve ça triste. J'aurais peut-être pas l'occasion d'en parler. Mais bref, c'est du body horror, comme ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. C'est très, très épuisant à regarder. Ouais, je peux imaginer. Mais il y a des moments d'amusement, il y a des moments d'émotion, il y a des moments de fun. Même dans
à quel point, puis je veux dire, c'est une fille qui est enceinte d'un char, là, genre, Ah ouais. qui tue du monde, là, genre, comme ça va pas bien dans ce monde-là. Mais il y a de l'amusement, il y a du flottement, il y a quelque chose, il y a de la respiration, même si c'est un des trucs les plus épuisants que j'ai vu de ma vie, tu sais. T'écoutes des films de Gaspard Noé, puis t'as des moments de flottement pareils, tu sais, genre, Ouais. comme il y a quelque chose, puis je vais tout le temps revenir à ça, parce que c'est ça, c'est qu'il y a un souci de construire un vrai univers. Ouais. C'est fucked up, un film qui se passe dans le actual univers. Qui arrive aussi peu à genre comme créer quoi que ce soit qui pourrait suivre d'un point A à un point B. Tu sais, c'est non, c'est quelque chose de très triste en fait de ce côté-là. Tu l'as ramené une couple de fois sur le fait que c'est des personnages, là, ils ont pas d'âme en fait. Là, c'est ça. C'est un film de robot. Là, C'est ça. Puis c'était. C'est ça. Il y a quelque chose de très froid et distant. C'est ça. J'ai l'impression qu'ils ont confondu film d'auteur avec film froid et distant, dans lequel on veut pas t'impliquer en tant que spectateur. Ouais. Ça, on te fait un univers qui, je crois, peut être immersif, mais c'est pas suffisant pour moi. Ouais. Tu sais, moi, je m'accroche à des personnages quand je regarde un film, puis si je sens pas la vie des personnages au travers de leurs aventures, au travers des actions, tu m'as perdu. Ouais. C'est le même reproche que j'ai à faire, mettons, à un film comme Dunkirk. Ouais. De Christopher Nolan ou même tu sais tous ces derniers films, tu sais, Tenet, puis je trouve que les deux là, Denis Villeneuve dans ce cas-ci et Christopher Nolan se ressemblent beaucoup en ce sens-là où c'est des grands décors, c'est flamboyant, ils mettent tous les moyens, ils mettent toute la gomme, mais au niveau du scénario, les personnages sont très beige, sont très pâles en fait. Ouais. C'est ça. C'est comparativement aux autres films que Denis Villeneuve a pu faire auparavant, tu sais. Oui, il y a quelque chose de très... Il y a toujours quelque chose de froid dans le cinéma de Denis Villeneuve. Toujours quelque chose de distant dans son cinéma. Ben voyons donc, Malestrom, c'est un gros party, ça. Non, mais tu sais, même si on prend... tu sais, probablement que son film avec le plus d'émotion, à mon sens, c'est Incendie. Oui. Qui est un chef-d'œuvre total, tu sais. Absolument. Mais il y a quand même des moments, comme tu disais, de flottement, mais quand il y a le reveal, dans... Il y a une implication émotive. Il y a des personnages qui ont une histoire qui est plus grande que celle qui nous est même racontée dans le film. Arrival a déjà un peu ça. Moi, je suis un grand fan de Prisoners. Que j'ai pas vu, malheureusement. Prisoners, il y a énormément d'émotions. C'est un père qui sa fille se fait kidnapper, même tuer, si je me souviens. Si je me souviens bien. Puis c'est lui qui part à la recherche du tueur avec un inspecteur. Ça fait longtemps que je l'ai vu, là, mais émotionnellement, c'est chargé comme film. Absolument. Puis c'est Hugh Jackman qui tombe dans la folie, tu sais. Ouais, c'est ça. Je confonds souvent Prisoners puis Enemy, parce que c'est comme un mot, le titre, là. Mais Enemy, c'était avec les araignées. Oui, exactement. Okay, il paraît que c'est tout aussi bon, mais plus dur à suivre. Plus dur à suivre. C'est plus... c'est un hommage à David Cronenberg, puis ça se ressent. Arrival, même si encore là, il y a une froideur, il y a une distance... Il y a quelque chose dans la vie du personnage qui nous est montré qui est intéressante, même si Jeremy Renner est là pour être... Et voilà. pour être Mr. Freeze en personne. Ça, c'est drôle. Il y a une froideur dans Blade Runner, mais vu que l'univers a déjà été créé et amené auparavant, tu peux te rattacher à ce qui a été fait du premier film pour construire l'univers. Si je peux me permettre, il n'y a pas une froideur, il y a une fatigue. Ouais, une fatigue. Puis ça, je trouve ça le fun, parce que pour commencer, je suis quelqu'un de fatigué dans la vie. Ouais. Mais, je sais pas, c'est un peu le principe de... Il y a tellement de spéculations qui a été faites sur où est-ce qu'il s'en allait, Harrison Ford, suite à tout ça. Ouais. C'était-tu un répliquant, c'était-tu pas un répliquant? Puis genre, comme, il répond pas vraiment à ces questions-là. C'est ça qui est particulier, il fait juste partir dans son trip avec de nouvelles questions existentielles, avec de nouveaux personnages tout aussi travaillés, mais c'est... Non, il y a quelque chose de très beau dans Blade Runner, en fait. T'as quelque chose de... Tu sais, t'as la pluie qui est là. Effectivement, c'est un univers très bien construit. C'est quelque chose... Tu sens beaucoup d'amour dans tout. Tout le monde est très, très, très impliqué. Mais je reviens à ce que je disais tantôt sur Dr. Sleep. J'ai l'impression qu'il y avait d'autres choses à dire de cet univers-là. Ouais. C'était quelque chose... Ridley Scott devait se poser la question assez souvent. Qu'est-ce qui arrivait à ce gars-là? Qu'est-ce qui est devenu, en fait, puis ainsi de suite. Puis
c'est ça du world building, en fait, essentiellement. Ouais. Ça fait du sens. C'est beau, des ruches d'abeilles à Las Vegas. Puis comme, ben oui, effectivement, faire du miel, ça fait du sens. C'est beau de la pluie, probablement acide. C'est beau l'influence de, comme, de la publicité avec uniquement des gens chinois à Los Angeles, parce que c'est ça qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup d'achats de terrain, puis c'est genre, il y a une intelligence, il y a une logique. C'est beau les voir manger des nouilles, parce qu'un humain, ça fait ça. Même toute la scène dans Blade Runner 2049 où Ryan Gosling... Non. C'est quoi le nom de son personnage déjà? C'est comme une lettre. Ça se peut que ce soit Q, hein. Comme dans James Bond, ok. Si c'est pas Q, sa blonde s'appelait Q, mais genre comme sa blonde qui... Sa blonde s'appelait Cute. Je suis désolé pour ça. Mais... Tu viens de faire 2 accidents d'auto, là. Oui, c'est ça. Tuez-moi. Mais le personnage de Ryan Gosling, quand il arrive à avoir son hologramme robot qui le suit partout, il y a quelque chose de très touchant là-dedans, quelque chose de... Tu sais, c'est toute la solitude que t'habilles, c'est nous qui habitons tout seuls, chacun dans nos appartements, qui regardons de la pornographie quasiment, tu sais, qu'on est comme... regarde, j'ai rien de mieux à faire que d'aller regarder de la porno. Oui, effectivement. Puis je comprends ce sentiment-là. Je comprends la vie de ce personnage-là par les petites actions qu'il pose, tu sais. Puis les questions existentielles qui arrivent à se poser. Mais là, on arrive à Dune, puis c'est ça, je vois pas les questionnements que ces gens-là ont, autres que faut aller cueillir de l'épice. C'est particulier parce que même ça, je reviens toujours à Star Wars, mais comment dire, c'est un peu indissociable, malheureusement. C'est comment dire, Luke Skywalker, c'est le Jésus de l'espace, c'est ça qui se passe, mais il voulait aller au magasin au départ pour voir les nouveaux Power Converters aussi, tu sais, genre, pis c'est un rêveur, pis des affaires French ta sœur, à m'amener, tu sais, genre, comme c'est... Il savait pas, bon! Non, mais il y a une vie bien remplie, c'est ça que je veux dire, il y a des affaires qui se passent, fait des backflips, la soupe de Yoda est dégueulasse, en tout cas, bref, comme il y a des choses qui y arrivent, mais au final, c'est quand même l'élu, c'est quand même le Jésus de l'espace. Paul n'est rien d'autre que le Jésus de l'espace. C'est son birthright. C'est littéralement, il se le fait dire, you have more than one birthright. Genre comme, c'est l'élu, il est né pour être l'élu, ce sera ça, il se fait entraîner depuis qu'il est jeune pour être l'élu. Là, il est en train d'avancer à être l'élu. Ses rêves, ils disent que ça s'en vient de devenir l'élu, puis là, il est l'élu. C'est... Ouais. J'ai pas ça. J'ai pas vu ça de David Lynch, mais j'ai l'impression que dans le deuxième, dans la partie 2 de Dune, il va former sa petite équipe d'apôtres. Oui, essentiellement, il va gagner, là, d'après moi, là, à moins qu'il en fasse un troisième, ce qui est très possible. Parce que possible. Mais... Caroline... Denis Villeneuve l'a dit qu'il voulait se rendre peut-être à 3, tu sais, adapter les 2 premiers romans. Fait qu'est-ce qu'ils vont faire la fin du premier, puis une partie du deuxième roman dans le prochain, puis finir avec le deuxième. Regarde, je sais pas. À tout le monde en parle, il a dit qu'il irait pas trop loin parce que ça devient trop psychédélique. Puis j'ai fait, mais c'est peut-être ça justement qui est le fun, c'est que c'est une franchise qui me semble psychédélique. Ouais. À des amis, tu sais, j'aime Vincent être de mauvaise foi des fois. Oui. Puis j'ai dit à mes amis, Dune, j'ai l'impression que ça devrait être un truc de Jodorowsky, ça devrait être un truc complètement pété, mais c'est comme si tu demandais à Stephen Harper d'organiser un rave. Ça m'a fait rire, ça. Mais ça fait plaisir. Mais c'est quelque chose de très conventionnel dans Dune, de très faut pas qu'on aille trop loin. Même si, on le voit le potentiel que ce soit weird, là, que ce soit... Ouais. Tu sais, quand il se met à parler, quand il fait des rêves, là, ça pourrait être pété, psychédélique. Puis ce potentiel-là, là, que ce soit pété puis weird, là, il y a une fois qu'on le voit dans tout le film, puis c'est au générique de la fin, quand c'est une image miroir floue avec des couleurs qui se mélangent, puis qui se transforment, puis tout ça, puis j'étais comme... Mais pourquoi il n'y a pas ça dans le film? C'est vrai que ça m'a marqué, cette image-là. Puis c'est la seule fois qu'on voit un peu des couleurs dans le film. Tout le reste, c'est gris, c'est quasiment en sépia. Je reviens encore une fois à Star Wars, c'est parce qu'il y a quelque chose, je trouve, qui vaut la peine d'être dit.
sais, Star Wars, c'est une exception qui confirme la règle en termes de cinéma de science-fiction. Ouais. À savoir que le cinéma de genre, puis plus précisément le cinéma de science-fiction, je pense à Flash Gordon, je pense à littéralement la panoplie de films qui ont été faits dans les années 70 et 80, low budget, de genre gens qui voulaient juste faire de la science. Ça n'a jamais été fait pour comme pour toucher autant de monde. Ouais, mais c'est vendre des bébelles. Oui, effectivement, mais genre Star Wars l'a fait, puis c'est un miracle. Star Wars a trouvé quelque chose qui a résonné avec tout le monde. Ouais. Après ça, on n'embarquera pas sur ma très longue théorie que je suis pas seul à dire, en fait, sur le fait que Star Wars était juste une belle réponse à la guerre du Vietnam, puis qui a re-rendu les conflits armés le fun. Parce que c'est des explosions, des lasers, il n'y a pas de mort, tu vois jamais comme les Il n'y a dessins. pas de sang, il n'y a pas de. Exactement. Il y a rien de gore dans le C'est film. juste le fun de faire la guerre dans Star Wars. Ouais. Mais- C'est pas Alien ou le danger réel. Là. Mais j'ai l'impression que Dune, oui, effectivement, j'ai l'impression que Dune, le monde essaye encore et encore et encore de rendre ça mainstream, puis peut-être c'est pas fait pour être mainstream. Ouais, tout à fait. Tu sais, il y a un film que j'aime beaucoup de David Cronenberg, tu l'as mentionné tantôt, qui s'appelle The Naked Lunch. Hmm? Puis l'auteur, premièrement, se souvient pas avoir écrit ce livre-là, fait que ça c'est Ouais. intéressant. Il était complètement pété. Là. Ouais, C'est qui non, déjà l'auteur? C'est William S. Burroughs. William S. Burroughs, Ouais. ouais. Puis il a souvent dit aussi que ce roman-là est inadaptable au cinéma. Puis David Cronenberg l'a fait, puis l'a bien fait. Mais ce qui se passe, ça n'a pas rapport avec le roman. Il est vraiment allé dans toutes les directions, il y a vraiment comme ça n'a pas de sens. Puis au final, il a créé une espèce de contexte, un état mental présenté vidéographiquement, un essai vidéo et audio, où concrètement, on voit ça prend quoi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand t'écris The Naked Lunch? Ça donnait quelque chose de génial. Puis cette prise de risque-là était payante. Puis Naked Lunch, c'est pas un film qui a gagné 8 Oscars. Non, c'est pas un succès. Là. Non, vraiment pas. C'est connu Mais dans c'est le circuit des initiés. C'est un succès d'estime. Ouais. Mais c'est pas un succès commercial. Non, Mais- ça le sera jamais, puis c'est correct. Mais il y a un succès d'estime qui peut être fait avec Dune. C'est juste que cette volonté-là de le rendre comme populaire et accessible à tout le monde, ça fait des films vides, ça fait des films gris, ça fait Avatar, tu sais, essentiellement. Ouais. C'est comme... Parce que c'est facile à voir. Tu sais, genre, les gens n'avaient pas de plaisir dans la salle quand j'étais le voir. Mais au final... Oui, il y a quelques personnes qui sont sorties. Ah oui? Peut-être 3-4 personnes, 5 qui sont sorties Caroline. au courant du film. Mais tu sais, on note pas, toi pis moi, ça nous arrive d'aller voir des films ensemble, on va pas noter à notre agenda la sortie de Dune Part 2 pour absolument le voir. Non. Là, puis... Vraiment pas. Puis je ne crois pas. Le film est rentable. Ouais. Du moins, sur papier. En contexte de pandémie. En contexte de pandémie, il l'est. Et ça, c'était fascinant d'ailleurs à quel point le premier week-end était extraordinaire. Puis après ça, c'est longtemps, j'avais pas vu une drop de même. Là, c'est... Ouais, mais c'est normal. Tu sais, c'était un des films les plus attendus, mais ils vont faire le 2, puis je vois pas en quoi. Tu sais, je pense pas que le deuxième va être si attendu que ça, parce que les gens avaient une curiosité parce qu'ils ne savent pas c'est quoi, puis on nous le vend comme quelque chose d'incroyable. Les pubs sont attrayantes, Ouais. mais. Tu sais, c'est ça. Les gens vont le voir, puis sont comme, je comprends pas ce qu'on me vend, je comprends pas ce qu'on cherche à me dire. Comme quand Tenet est sorti. Tenet, c'était comme le gros. Ah, wow, c'est le film de Christopher Nolan qui est connu, puis qui a fait les Batman, puis des films qui ont attiré des masses et des masses, qui ont quasiment fait des milliards. Puis les gens sont allés, puis en fait, on n'entend rien. On comprend rien de ce qu'il veut faire. C'est pas clair, puis. Ouais, c'est ça. Je me dis, est-ce que. Là, je comprends la notion de est-ce qu'on donne trop de pouvoir à des réalisateurs, mais. Tu sais, c'est comme savoir que le réalisateur va réussir à amener du monde, mais sont si géniaux que ça au final. Tu sais, c'est. Puis je pense que oui, Denis Villeneuve est un génie, plus que. Oui, définitivement. Plus que Christopher Nolan, là, à mon sens. Mais. Ouais, je pense pas que j'irais voir Dune 2. Mais ce que j'ai hâte de voir, c'est quoi son prochain projet après ça, définitivement. Absolument. Et j'ai l'impression, si je ne pouvais donner qu'un seul conseil à Denis Villeneuve dans la vie, ce qui n'arrivera jamais, j'aimerais ça qu'il fasse Dune 2, qui conclue sa série, son diptyque, et qui vienne faire un petit film québécois avec un petit budget. Ouais. Juste pour se regrounder, juste pour faire comme... OK, là, toutes les bébelles que je veux, là, je ne peux pas y avoir accès. Là, il faut que je me reconcentre à quelque chose de très petit, de minime. Incendie 2. Incendie 2. Mais peu importe ce que c'est, mais... Ou qu'il fasse un film américain encore, là, mais avec un tout petit budget. Puis après ça, qu'il se rattaque à quelque chose de gros. Je me demande à quel point tu peux constamment avoir des gros budgets et rester hot et pertinent quand
tu as accès à absolument tout ce que tu veux. Puis pour moi, c'est là qu'un réalisateur se perd. Ouais. Quand il a accès à tout ce qu'il veut, trop souvent. Ouais. Ça m'arrive de dire ça des fois, c'est pour ça que j'ai rien contre les remakes en live action de Disney. Moi, c'est un cas de genre. Il y a rien que du monde que j'aime qui ont joué dans ce film-là. Fait que je suis juste content que tout le monde a clairement été bien payé. Ouais. Ça, en fait, c'est pas, je dis ça comme pour mes amis qui travaillent en pub. C'est comme, c'est un peu de la merde. Martin Matt avait un fat suit, mais vous avez des crédits Actis puis UDA. Puis, c'est un 5000$ dans votre compte en banque. Je suis content pour vous, les chums. Mais je suis très d'accord avec toi, en fait. Puis une affaire que j'espère, mais ça, j'ai aucune preuve à l'appui. Là, c'est vraiment juste moi qui veux des affaires. J'espère un peu, en fait, que c'est... tu connais-tu Taika Waititi? Ouais. Et je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup l'approche, en fait, j'en fais un pour moi, j'en fais un pour vous, les studios, genre. J'espère un peu que Dune, c'est une genre de faveur de comme, je le fais, je me force, on donne tout ce qu'on peut, mais après ça, il faudrait que vous greenlightiez, mettons, un projet de passion que je veux faire depuis un Ah non, son projet de passion, c'était Dune. Ah! Ouais. Son projet pour eux, c'était Blade Runner. Oh, shit! Parce que ça l'est fait proposer. Puis c'est un fan de Blade Runner à la base. Puis il s'est dit, bon, ben, si quelqu'un. Tu sais, il t'a pas allé au bat pour Blade Runner. Il a fait, je veux pas que quelqu'un se plante en le faisant parce que ça va. Moi, ça va m'énerver. Ouais. Donc, je suis mieux, moi, de me planter en le faisant, tout en faisant tout pour le réussir. Ouais. Et s'est-tu planté en le faisant? Non, je pense pas. Je pense pas non plus. Je pense pas. Mais Mais il était à ça de se planter quand même. Il est pas loin de se planter dans le film parce que c'est dur de réadapter ces univers-là. Tu sais. C'est vrai. Puis d'un point de vue commercial, en fait, le film a été rentable. Je sais pas si tu sais, il a fait 200 millions de plus que son budget. Ouais, mais rentable, ça a fesse. Là. Non, ben il est rentable selon des standards. Mettons, il est ish, ouais, c'est ça. Ish rentable selon les standards d'Hollywood, genre. Mais c'est parce qu'il a pas eu en Chine non plus. S'il n'y avait pas eu la Chine, il y aurait pas c'est ça. C'est ça. Mais, tu sais, c'est ça. C'est que Denis Villeneuve, grand réalisateur autant qu'il est, ses goûts, on s'en aperçoit de plus en plus, sont très nichés, tu sais. Même si, oui, Blade Runner, tout le monde connaît, à peu près tout le monde connaît ça. Dune, pas mal tout le monde a déjà entendu parler de ça, mais c'est des affaires que peu de gens ont nécessairement vues ou lues. Ouais. Tu sais, Blade Runner, tout le monde a entendu parler, mais combien de gens l'ont vraiment vu? Ça se peut-tu que Blade Runner, ça se peut-tu que Denis Villeneuve fasse un peu partie de cette espèce de génération-là, puis il a assez de talent pour pouvoir se le permettre, mais j'ai beaucoup de profs comme ça à l'UDM qui étaient comme, à un moment donné, les gens vont comprendre que les geeks ont raison. Ouais. Puis techniquement, c'est arrivé, là, les films les plus rentables en ce moment, c'est les films de Marvel. C'est très geek, là. Oui, absolument. Mais il y a du monde qui voulait pas faire le prochain Star Wars. Il y a beaucoup de monde qui voulait faire Star Wars. Il voulait genre refaire Star Wars. Il voulait juste plus de la même affaire. Puis ça se peut-tu que Denis ce soit un peu ça? Parce que je sais qu'il y a un cold following autour de celui de David Lynch. Ça se peut très bien. C'est possible. C'est pas un reproche, là. Je veux dire, je joue à Yu-Gi-Oh! Là, fait que moi aussi j'en ai des défauts. Là. Mais c'est pas contre toi, Denis. Sache que si t'as écouté ce 1h15 de nous qui ont pas vraiment aimé ton film, sache que toi, on t'aime. Oui, non. Denis Villeneuve a toujours une place dans mon cœur. Puis comme je dis tout le temps, un documentaire sur le tournage de Dune, je le regarde demain matin. Non, j'achète le Criterion. Là. J'achète le Criterion, mais je veux voir comment ils ont fait ce putain de film. Je veux voir l'implication de... Tu sais, Patrice Vermette qui a fait tous les décors, qui a fait toute la direction artistique en direct de son salon à Longueuil. Props à ça, là. Ouais, puis moi, je veux le voir travailler. Je veux voir tout le monde travailler sur ce film-là. Mais le film en tant que tel... Tu suis-tu Jason Momoa sur Instagram? Non. Il est vraiment cute. Pour vrai, il était patent, ce monsieur-là. Puis il faisait souvent des stories. Il était comme, fait que là, on s'en va tourner une scène de bataille. J'ai la chienne, je veux pas me blesser. Je veux pas blesser personne. Mais on a pratiqué. Confiance en tout le monde. En tout cas, je vais refaire une story si personne est mort. Prochaine story si personne est mort. Let's go! Mais c'est ça, l'envers du décor est plus fascinant que le film. Pour moi, le vrai film de Dune doit être le making-of. Tout comme le meilleur film sur Dune et Jodorowsky's Dune, parce que il parle de son travail et de son implication émotionnelle au travers de tout ça. Puis quand tu écoutes Denis Villeneuve parler de Dune, tu sens toute l'émotion qu'il y a dans la voix de... Tu sais, il fait comme, j'y suis enfin arrivé. Puis ça, c'est formidable. Mais le résultat à l'écran, moi, me laisse de glace. Puis c'est correct, ça arrive. Je veux dire... Je comprendrais autant... Tu sais, un de mes super bons amis a lu le roman, a vu la version de Lynch qu'il n'a pas aimé.
a regardé la série télé des années 2000, début 2000. Il y a une série télé qui avait été faite, si on l'oublie. Mais il a embarqué à 100% dans la proposition de Denis Villeneuve, puis c'est son film préféré de l'année, et je comprends très bien, mais il y a une implication émotive qui vient de son enfance quand il voit ça. Lui a été replongé dans ses souvenirs d'enfance en regardant Dune, ce qui n'est pas notre cas. Moi, je suis fan du film de Super Mario Bros. Avec Bob Hoskins. Mais j'irai pas au bat pour dire que c'est un bon film. Non. D'ailleurs, Chris Pratt va peut-être... c'est officiel. Oui, non, pas peut-être, mais comme va peut-être nous faire oublier celui de Bob Hoskins. Seigneur, moi j'espère qu'il va faire la même chose que Bob, c'est-à-dire être sous tout le long du tournage. Ben, on va se le dire, Mario, dans les jeux vidéo, moi je pense qu'il est sous. Ouais, ça sonne comme quelqu'un de torché raide, là, mais on divague. Mais bref, merci Guilla, ça a été un plaisir de te recevoir. Toujours un plaisir, mon ami Vincent. Fait que, en fait, je pense qu'on était assez clair de ce côté-là, mais on vous recommande pas nécessairement. Je vous le recommande si vous aimez la construction des univers, je vous le conseille si vous tripez science-fiction, je vous le conseille si vous êtes prêt à vous asseoir pendant presque 3 heures et que c'est votre vibe. Oui, non, c'est ça. Mais parce que ça trouve son public. Mais sentez-vous bien à l'aise de nous écrire pour nous dire que vous êtes absolument pas d'accord avec nous. Ça se peut qu'on soit deux caves. Et sentez-vous très à l'aise de venir me dire « Oui, j'ai pu tes paroles et je suis d'accord avec ce que tu as dit. » Vous avez le droit de ne pas aimer ce qui est ultra populaire. Yeah! Fait que si on a une suggestion, en fait, c'est drôle parce que je l'ai pas regardé, mais moi je vais... Non, en fait, ma suggestion à moi, ça va être Arrival. Je vous suggère toujours de le regarder. Et sinon, je me permets de parler à ta place, Jodorowsky Dune, très bon documentaire. J'en entends juste des bonnes choses, je vais clairement l'écouter. Malgré Jodorowsky. Ouais, malgré le fait que c'est ce qu'on l'aime pas, ce monsieur-là, il y a quelque chose d'intéressant sur ce qui aurait pu se passer. Le pire, en fait, c'est ça, on va vraiment conclure, mais moi j'ai décidé, parce que malheureusement, ces films sont parmi mes films préférés, je connecte vraiment beaucoup avec ce réalisateur-là. Je vais recommencer à les regarder quand il va être mort. Le prochain film que je vais aller voir au cinéma, même si je crois que je serai déçu, c'est The French Dispatch. Oh! Mais s'il y a un film de Wes Anderson à l'écran, je vais le voir, même si depuis 3 films, ça me refroidit à chaque fois. Moi aussi, ça voudrais-tu te faire inviter pour en parler? Bien sûr, c'est pour ça que j'en parle. Ben écoute, c'est un rendez-vous. Je suis content. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Cette fois-ci, j'ai pas eu à te faire des faveurs sexuelles. Ben non, c'est pas même que ça marche la radio. C'est rien. La radio communautaire, non. Non, pas la radio. Dans les dents. Bon, ben salut tout le monde. C'était Dans le temps, c'était bon. On vous aime. À bientôt. Yes.